Salam alaikum. Dans cette séquence, nous allons voir la reproduction chez les plantes, spécialement chez les angiospermes, et nous allons voir la formation du grain de pollen. Nous avons vu précédemment les constituants de la fleur chez les angiospermes. Rappelons que les organes reproducteurs sont le pistil ou gynécée qui est l'organe reproducteur femelle, l'étamine qui est l'organe reproducteur mâle. Donc, le pistil ou bien gynécée est constitué de trois parties, l'ovaire, le style et le stigmate. Dans l'ovaire, on trouve des ovules. Et l'organe reproducteur mâle qui est l'étamine est constitué de deux parties, l'antère et le filet. Donc, on va voir comment se forment les gamètes chez les angiospermes. Et on va commencer par la formation des gamètes mâles. Donc, chez une fleur de lis, voici l'organe reproducteur femelle et voici les étamines qui sont les organes reproducteurs mâles. Donc, l'étamine est constituée de deux parties, le filet et l'antère. Donc, quand elle est immature, elle est sous cette forme. Puis, quand elle devient mature, elle va libérer les grains de pollen. Donc, une coupe au niveau de l'antère, on voit qu'il y a des grains qui vont devenir par la suite des grains de pollen. Si on fait une coupe ou bien on réalise une coupe transversale au niveau de l'étamine, spécialement au niveau des antères, on voit cette structure qui présente, voilà une antère, voilà une autre antère. Chaque antère est constituée de deux sacs polliniques. Donc, la coupe schématisée montre que chaque antère est constituée de deux sacs polliniques. À l'intérieur de chaque sac pollinique vont se former les grains de pollen. Entre deux sacs polliniques de chaque antère, il y a une fente de déhiscence. C'est une fente qui va éclater, c'est un endroit qui va se déchirer quand les grains de pollen seront matures pour laisser libérer les grains de pollen. Ici, on a un schéma d'une coupe transversale au niveau des antères quand l'étamine est immature et ici quand l'étamine est mature. Donc regardez, la fente éclate, eh bien, cette enveloppe éclate pour laisser libérer les grains de pollen. L'antère est la partie terminale de l'étamine qui renferme et produit le pollen. Elle est fixée au filet soit par sa base, soit par son milieu. Elle se compose de deux loges contenant chacune deux sacs polliniques. Ceux-ci, à maturité, sont remplis de pollen et s'ouvrent par déhiscence pour répandre les grains de pollen à l'extérieur. La structure du pollen. Voici une photo du grain de pollen vu au microscope électronique. Regardez, il a la forme d'une cellule, mais on a deux structures sombres ici. On va voir ce que c'est. Le schéma du grain de pollen montre qu'il s'agit de deux noyaux. Donc, un noyau qui va appartenir ou bien qui appartient à la grande cellule qu'on appelle cellule végétative et un noyau qui appartient à une cellule qui est à l'intérieur de la cellule végétative qui est la cellule reproductrice ou bien cellule génératrice. Donc, le grain de pollen est formé de deux cellules, une dans l'autre. La cellule reproductrice qui se trouve dans la cellule végétative. Ici, le grain de pollen il est enveloppé de deux enveloppes. Une enveloppe externe qu'on appelle exine, qui contient des pores et des ornementations, et une enveloppe interne qui est l'intine. Récapitulons. À maturité, le grain de pollen est formé de double enveloppe externe avec une couche externe très résistante appelée l'exine, et qui constitue l'exospore, et une couche interne qu'on appelle l'intine, voilà, qui forme l'endospore. Deux cellules, il contient deux cellules et deux noyaux haploïdes à N chromosomes. Le plus gros est le noyau végétatif, celui-là. Et l'autre noyau est le noyau reproducteur, ici, et se trouve dans la cellule reproductrice. La cellule végétative comporte un noyau et une vacuole contenant de la réserve et dont la fonction est d'assurer la survie du grain de pollen et de former le tube pollinique. Comment se forment les grains de pollen? Le grain de pollen est un minuscule grain de forme plus ou moins ovoïde contenu dans l'antère.
Il est formé de deux cellules, une cellule végétative qui contient une cellule génératrice ou reproductrice. C'est donc un gamétophyte. Pourquoi on l'appelle gamétophyte? Parce que c'est un producteur de gamètes. Alors, comment se forme-t-il? Pour ceci, j'ai ajouté une annexe. Un premier rappel. Dans les cellules eucaryotes, ça veut dire des cellules qui possèdent un noyau, les chromosomes se trouvent dans le noyau. Leur nombre varie en fonction des espèces. Exemple, chez l'homme, le nombre est 46, chez la mouche 8, etc. En dehors des moments où la cellule se divise, les chromosomes ne peuvent pas être visualisés individuellement. C'est ce qu'on appelle la chromatine. Donc, une photo qui nous montre les chromosomes qui sont sous forme de filaments enchevêtrés qu'on appelle chromatine. Voici un plus grand grossissement. Lorsque la division cellulaire se prépare, il se condense et devient distinct. Là, ce sont les mêmes cellules, c'est la même cellule, mais au moment de la division, regardez, les chromosomes, ils sont plus visibles, ils sont plus gros, et on voit, c'est la forme d'un chromosome. Vous avez déjà étudié la structure du chromosome au collège. Donc un chromosome, on va voir qu'il est formé de deux parties qu'on appelle chromatides, qui sont liées au niveau du centromère. Donc effectivement, sur le schéma, on voit avant les chromosomes, ils ne sont pas individualisés, donc ils sont sous forme de chromatine. Quand la cellule rentre en division, ils s'individualisent, ils deviennent plus gros, ils s'épaississent. Et dans cette forme qu'on connaît tous, qui est constituée de deux chromatides liées au niveau du centromère. Donc un rappel pour parler des divisions cellulaires. La division cellulaire est le mode de multiplication de toute cellule. Elle lui permet de se diviser en plusieurs cellules. Bon, le plus souvent, c'est deux. C'est donc un processus fondamental dans le monde vivant puisqu'il est nécessaire à la régénération de tout organisme. Il y a deux types de division, la mitose et la méiose. On va commencer par la mitose. Au moment de la division cellulaire, les chromosomes formés de deux chromatides identiques reliés au niveau du centromère se coupent en deux. Chaque chromatide part dans une cellule fille. Et on part d'une cellule mère à deux N chromosomes, on aboutit à deux cellules filles à deux N chromosomes. Donc sur le schéma, regardez, on a ici une cellule de départ, une cellule mère. On a mis seulement 4 chromosomes pour simplifier, 2 chromosomes rouges, 2 chromosomes verts. Ils ont la même couleur parce qu'ils sont homologues, ils se ressemblent. Donc 2N, pour cette cellule, 2N égale 4. Regardez, à la fin, on aboutit à des cellules filles qui ont 2N chromosomes, c'est-à-dire 2N égale 4. On obtient les mêmes chromosomes. Mais il y a 4 phases pendant la mitose. Il y a la première phase qu'on appelle prophase, où les chromosomes s'individualisent et deviennent visibles. Il y a la métaphase où les chromosomes se mettent tous au milieu, c'est-à-dire dans la plaque équatoriale de la cellule. Pendant l'anaphase, regardez, chaque chromosome va se diviser en deux au niveau du centromère et chaque chromatide va partir vers un pôle. Donc on a dans chaque pôle une chromatide. Et le chromosome, il se divise en deux. Ce n'est pas le chromosome qui part vers le pôle, mais juste sa moitié. Donc la même chose pour tous les chromosomes. Et on obtient dans chaque cellule la moitié d'un chromosome, c'est-à-dire une chromatide de chaque chromosome. Bien sûr, on va avoir la même information génétique dans les deux cellules. Bien sûr, à la fin de la division à la télophase, il y a séparation des cellules, séparation des cytoplasmes, et on obtient deux cellules. Et bien sûr, chaque chromatide va former son double pour avoir un chromosome à deux chromatides. Et on obtient des cellules, deux cellules filles qui sont semblables ou bien qui ressemblent à la cellule mère. Surtout en ce qui concerne le nombre de chromosomes et même aussi sur le plan information génétique. Maintenant, on va passer à un deuxième type de division qu'on appelle la méiose. Avant, on va faire un petit rappel sur la fécondation. Vous savez tous que la fécondation se fait entre deux gamètes mâles et femelles. Les gamètes mâles et femelles sont haploïdes, ils sont à N chromosomes chacun. Et quand la fécondation se fait, on obtient une cellule œuf diploïde à 2N chromosomes. C'est-à-dire que les chromosomes du gamète mâle s'ajoutent aux chromosomes du gamète femelle qu'on retrouve dans la cellule œuf à 2N chromosomes. Donc imaginons
que les gamètes ont 2 N chromosomes, qu'est-ce qu'on va avoir après la fécondation? On va avoir 4 N. Et 4 N chromosomes ne va pas nous donner l'individu de départ, c'est-à-dire l'individu qui va se développer à partir de cette cellule ne va pas ressembler aux parents. Donc pour cela, les gamètes doivent être à N chromosomes. Donc comment on arrive à avoir des gamètes à N chromosomes? Donc comment se forment les gamètes haploïdes à N chromosomes? Donc la méiose, c'est une division cellulaire qui a pour principale fonction la reproduction sexuée. La méiose est un processus plus complexe que la mitose par son nombre d'étapes et le passage des cellules diploïdes 2N chromosomes à des cellules haploïdes N chromosomes. Donc voici la différence entre la mitose et la méiose. Pendant la mitose, on aboutit au même nombre de chromosomes, mais pendant la méiose, ou après la méiose, on obtient juste la moitié des chromosomes, c'est-à-dire on part d'une cellule à 2N chromosomes, on obtient des cellules haploïdes à N chromosomes. Donc, voici un schéma qui illustre cette division. Donc si on part d'une cellule mère à 2N chromosomes, ici pour simplifier aussi on n'a mis que 4 chromosomes, donc 2N égale à 4. Donc pendant la prophase 1, il y a l'individualisation des chromosomes. Pendant la métaphase 1, les chromosomes homologues se mettent face à face au milieu de la cellule. Et qu'est-ce qui se passe pendant la phase 1? Chaque chromosome va partir vers un pôle. Il n'y a pas de division des chromosomes, il n'y a pas de séparation des chromatides. Tout le chromosome va partir vers un pôle et le chromosome homologue va partir vers l'autre pôle, vers le pôle opposé. Donc il n'y a pas de ségrégation, c'est ce qui fait partager le nombre de chromosomes en deux et on obtient 2 cellules à N chromosomes, que 2 chromosomes, seulement 2 chromosomes. Donc après, il y a une deuxième division qui suit. Donc cette division, on l'a appelée division réductionnelle parce qu'elle réduit le nombre de chromosomes. Et tout de suite après commence une autre division qu'on appelle équationnelle. Donc la télophase 1 et en même temps la prophase 2. À la métaphase 2, les chromosomes se mettent au milieu de la cellule, comme ce qu'on a vu dans la mitose. Après, il y a division au niveau du centromère. Il y a séparation des chromatides. Chaque chromatide part vers un pôle. Et on obtient, à la fin, 4 cellules à N chromosomes, à une chromatide. Bien sûr, ils vont former après la deuxième chromatide. Donc, la première division est une division réductionnelle. On passe de 2N à N. La deuxième division, elle est équationnelle. On part de N, on arrive à N chromosomes. Donc, la méiose est constituée de 2 divisions successives. Une division réductionnelle suivie d'une division équationnelle. Voici un schéma récapitulatif. Donc, on a une cellule à 2N chromosomes. Après la première division, c'est-à-dire réductionnelle, on passe de 2N à N. On n'a que la moitié des chromosomes. Regardez, les chromosomes homologues se séparent. Chaque chromosome va partir dans une cellule. La même chose pour les chromosomes rouges. Et après la deuxième division, qui est équationnelle, on obtient le même nombre de chromosomes parce que chaque chromosome s'est divisé en deux en laissant partir chaque chromatide vers une cellule. Et c'est ce qui donne les gamètes à la fin à N chromosomes. Donc, dans le sac pollinique, la cellule mère des grains de pollen qui est à 2N chromosome subit une méiose pour donner 4 microspores à N chromosomes. Chaque microspore va subir une endomitose pour donner une cellule dans l'autre. C'est-à-dire, au lieu de se séparer, elles vont rester liées. Une va rester dans l'autre. Donc, la cellule génératrice ou bien reproductrice va se trouver dans la cellule végétative et on obtient le grain de pollen. Bien sûr, il y a entre ces deux phases, il y a une endomitose puis une différenciation qui fait changer la forme du résultat pour donner un grain de pollen comme on l'a vu. Donc, on part d'une cellule à 2N chromosomes. La première division, elle est réductionnelle. La deuxième division, elle est équationnelle. On obtient des microspores à N chromosomes. Ces microspores vont subir une endomitose, puis une différenciation pour aboutir à la forme du grain de pollen qui est constitué d'une cellule végétative qui contient à l'intérieur une cellule reproductrice et dont le nombre de chromosomes est N plus N parce qu'il y a N chromosomes dans la cellule reproductrice et N chromosomes dans la cellule végétative.
Et on ne peut pas dire 2N parce qu'il y a N ici et N ici. Donc toute la forme, elle est à N chromosomes. Cette structure, elle est haploïde. Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se forment les gamètes femelles. À bientôt!